rien n'est instantané, on regarde tout le temps vers le passé, quoi. 300 000 km par seconde. Encore un truc qu'on peut pas s'imaginer. Dans le vide. Une galaxie de la taille de notre Voie lactée comporte environ 300 milliards d'étoiles, mais dans l'univers, on compterait 10 puissance 23. 10 avec 23 zéros derrière. Il suffit juste de larguer entre 400 et 600 000 bombes nucléaires. Elon Musk, il raconte des trucs qui étaient déjà faux d'avant. Dans notre ciel, on voit des étoiles à leur début, à leur naissance, alors qu'elles sont déjà mortes. Tu sais, quand t'étais au collège, t'avais un sweatshirt. Admettons que t'aies un film qui soit rentré en fait dans ta capuche. La technique pour le faire sortir, c'est de plier en fait. Le tissu du sweat représenterait l'espace-temps. Ouais, c'est ça. Une année-lumière, c'est une unité de temps. C'est une blague. Je t'ai C'est vraiment, c'est genre, dis pas ça, dis pas ça, il le dit. Et il a dit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode d'Expansion. Je suis en compagnie de Kylian, comme d'habitude. Et oui, et comme d'habitude, c'est un plaisir. Et oui, salut mon vieux. Avec une petite voix un peu plus enjouée la prochaine fois. Oui. Non, l'habitude là, l'autre là. Hein, bon, c'est pas grave. Bonne année. Et bonne année. Bonne année. Et bonne santé, vos année projets, 2026 voilà, vos proches. Et oui. Bonne année 2026. C'est l'épisode 4, la dernière fois on avait parlé de quoi? Alors la dernière fois, si vous vous souvenez ou si vous avez vu l'épisode, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. On a parlé de plein de choses très intéressantes. On a parlé d'une lune que vous connaissez maintenant pour ceux qui ont vu l'épisode. Exactement. Et qui ont écouté le podcast, d'une lune galiléenne qui s'appelle Europe. On a parlé d'eau, de glace et de la possibilité qu'il y ait de la vie sous la glace de cette lune. On avait expliqué que c'était pas la peine de quitter le système solaire pour voir de la vie ou même C'est ça, pas. potentiellement. Voilà. Et d'ailleurs, cette lune qui pourrait accueillir 3 fois plus d'eau que sur Terre, alors qu'elle fait à peine la taille de notre lune à nous. C'est un peu une petite parenthèse sur la colonisation et sur les ambitions de milliardaires. Ouais, sur les ambitions de milliardaires. Elon Musk, pour le pas le citer, on n'avait pas parlé des bombes nucléaires. Non. On va en parler peut-être là maintenant. Ah, si t'as envie d'en parler, on pourra en parler tout à l'heure, effectivement. Petit teaser pour la fin. Restez là. Problématique. Restez avec nous pour savoir s'il a raison ou si ce sont des conneries. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets intéressants et pas n'importe quel sujet parce que pour une des rares fois de cette série, on va vraiment quitter le système solaire et on va parler de sujets vraiment qui sont comment pourrais-je dire ça, les plus sexy quand on parle d'astronomie, notamment la vitesse de la lumière et les trous noirs. C'est instagrammable, c'est très instagrammable. Très instagrammable, ouais. Ça, des petits shorts peut-être, mais en tout cas on va parler de plein de choses super intéressantes. Ce sont des sujets qui cristallisent un petit peu les peurs, les angoisses parfois, mais aussi la fascination des gens. Et qui inspirent beaucoup la pop culture, le cinéma, les documentaires. D'ailleurs je rappelle, j'en profite pour rappeler que nous ne sommes pas des professionnels de ça, on n'est pas des scientifiques, on est deux potes, on est passionnés d'astronomie, tous amateurs, on aime en parler, donc voilà, c'est une série de vulgarisation qui s'intéresse à l'astronomie, mais on va pas parler d'équations, on va pas expliquer des choses trop complexes. Ce sera pas de la hard science. Le but c'est... On va parler de la hard science aussi. On en parlera à la fin, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, on peut peut-être y aller. Allons-y, j'y vais. Encore une fois. Pour ce 5e épisode d'Expansion. L'avant-dernier, c'est bientôt fini cette histoire. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ça passe vite, ça passe trop vite. Eh bien écoutez, merci d'être là et bienvenue dans l'épisode 5 d'Expansion, le podcast. À la tombée de la nuit, Kylian, un extraordinaire spectacle se produit au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qui se passe la nuit ? On voit plein d'étoiles dans le ciel, on en voit des milliers, peut-être des millions, non ? Est-ce que l'œil humain peut en voir des millions ? Des millions. Non, alors des milliers, quelques milliers pour l'œil humain, qui peuplent donc notre ciel à la nuit tombée, et qui sont différentes suivant si on est dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Par exemple, l'hémisphère nord, le ciel est différent. Ouais, tu as l'étoile polaire dans l'hémisphère nord, qui, quand tu es vraiment dans l'hémisphère nord, est à la verticale. Et dans l'hémisphère sud, ils ne peuvent pas la voir. Donc tu as vraiment des agencements stellaires différents, que tu sois dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et du coup, les constellations aussi changent, fatalement, vu que les étoiles ne sont pas au même endroit. C'est ça. Et en fonction des saisons aussi. Donc par exemple la Grande Ourse, la Petite Ourse, Pégase, toutes les constellations super connues, on les voit pas au même endora, pas au même moment. On peut même ne presque pas les voir du tout en fait, à certains endroits. Ouais. Et ce qui pose des problèmes de navigation d'ailleurs. Ce qui posait des problèmes de navigation. Oui, je suppose. Dans l'hémisphère sud, étant donné que nous, dans l'hémisphère nord, on utilisait l'étoile polaire pour nous diriger, si tu veux. Dans l'hémisphère sud, ils avaient d'autres moyens de le faire, mais pas d'étoile polaire, pas de moyens aussi simples, entre guillemets, que le nôtre pour se diriger. Et on sait que dans notre Voie lactée, on peut voir 300 milliards d'étoiles. Ouais. Enfin, on peut voir, du coup, nous, on le voit pas, mais
notre Voie lactée, une galaxie de la taille de notre Voie lactée comporte environ 300 milliards d'étoiles, mais dans l'univers, on compterait approximativement 10 puissance 23. C'est ça, étoiles. C'est 10 avec 23 zéros derrière. C'est encore un truc qu'on peut pas s'imaginer. C'est pas possible. Tu vois l'épisode original qui s'appelle Regard vers le passé. Ouais. Pourquoi Regard vers le passé ? Parce que on parle de la vitesse de la lumière. On va repréciser 2-3 petits trucs parce que beaucoup confondent une année-lumière. Évidemment, c'est une unité de temps. C'est une blague. Je t'ai grimacé. C'est vraiment c'est genre. Dis pas ça. Il le dit. Il a dit. Merde. Une unité de distance. Non, une année-lumière, c'est une unité de distance, ouais. Une année-lumière, donc c'est-à-dire que une année-lumière, la lumière met 1 an pour venir jusqu'à nous. C'est ça. Ouais. Donc on va revenir là-dessus. Et on verra que c'est pas fondamentalement si intuitif que ça au niveau des distances. Parce que je crois que tu vas parler à la fin, on va parler un peu des limites de l'univers observable. Et je ne spoil pas trop pour le moment, mais il y aura quelque chose de très intéressant à dire là-dessus par rapport à là. Et donc la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. C'est ça. Encore un truc qu'on peut pas s'imaginer. Dans le vide. C'est une expérience de pensée. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc d'ailleurs, par rapport à la vitesse de la lumière, il y a des choses qui nous parviennent qui témoignent du début de l'univers. C'est ça, oui. Et qui sont pas loin de la période du Big Bang. Je me rappelle, on discutait l'autre jour, on parlait d'univers observable et non observable. En fait, on a donc l'univers qu'on peut observer, c'est l'univers, un secteur de l'univers qui représente environ 90 milliards d'années-lumière de large, de distance, si on peut dire. Et dans ce secteur-là, en fait, on a toutes les étoiles, les planètes qu'on peut observer. On sait que notre univers, il est en expansion. Et donc, cet univers-là, notre univers, son expansion, en fait, effectivement, elle est plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. C'est-à-dire que la lumière, elle évolue dans un secteur qui est l'univers, mais elle va pas au-delà, physiquement, en termes de vitesse du secteur dans lequel on est. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir ce qui est après ce secteur et l'expansion de l'univers en elle-même. D'ailleurs, ce qui nous permet aussi de voir, justement, d'avoir un peu ces témoignages de cette période-là. C'était déjà le cas avec Hubble, avec d'autres satellites, et l'exemple le plus probant c'est James Webb actuellement, où on va avoir une photo de notre ciel, une photo de James Webb avec plein d'étoiles, et on va prendre un seul pixel, un vrai pixel, on va zoomer dedans, et avec le temps d'exposition, il va photographier cette zone du ciel pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, si c'est pas plus, et au final on se rend compte que dans ce pixel noir de cette photo avec plein d'étoiles, on découvre des milliers de galaxies, encore des milliers d'étoiles, etc. Donc c'est ça, ouais, chaque secteur de l'univers qui est du coup là, quand on parle de photos et d'astrophotos, même pour les amateurs qui nous regardent et qui ont une petite lentille astronomique, que je conseille d'ailleurs parce que c'est pas forcément un investissement qui est très très lourd. Pour le prix d'un bon téléphone, tu peux avoir une bonne lentille astronomique. Alors aussi, il faut vivre pas loin d'endroits qui sont pas vraiment pollués. Ouais, pas avoir pollution lumineuse. Ouais, c'est ça. Puis voilà, c'est important. Alors je me connais pas trop en astrophotographie, mais donc je vais dire des conneries. Mais voilà, a priori, le fait de laisser son appareil photo, comme finalement l'œil humain, il s'habitue plus à l'obscurité. C'est l'exposition. Et c'est l'exposition, et ça te permet du coup de pouvoir photographier. C'est la même technique qui a été utilisée par Hubble, par James Webb aussi. Donc c'est pour ça qu'en zoomant sur ce qui est un pixel du secteur qui est observé par James Webb ou par Hubble avant lui, on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers de galaxies, d'astres qui sont découverts. Plus tu exposes en fait ton objectif, plus tu laisses la lumière de ce secteur entrer dans l'objectif, et plus tu peux avoir une idée précise de ce qui se passe dans ce secteur. Et d'ailleurs, grâce à ces télescopes et grâce aux photos, on peut aussi voir des changements de luminosité de certaines étoiles. Et ça peut éventuellement nous permettre de découvrir des exoplanètes. Quand on prend une lumière par exemple et qu'on va passer quelque chose devant, la lumière de l'étoile va être obstruée. C'est-à-dire que la luminosité baisse. Quand on passe, quand on a par exemple, vous prenez une grosse lampe et vous évitez une petite bille que vous faites passer de droite à gauche à cette lampe, et bien, par rapport en fait à la baisse de luminosité que vous recevez de cette lampe, et donc qui est de cette étoile, si on parle d'astronomie, vous pouvez en déduire que y a un corps qui passe en transit devant cette étoile,
Et donc peut-être une planète gazeuse, peut-être une planète tellurique. Ça peut nous permettre ça nous donne une idée sur sa taille. De donner une idée sur sa taille. J'étais en train de paraphraser. Donc je répète, la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Par rapport à la Lune, on est sur un temps qui est inférieur à 4 secondes. C'est 1 seconde pour arriver jusqu'à nous. C'est 1 seconde juste. Oui. Par rapport à la Lune, c'est 1 seconde. Par rapport au Soleil, c'est à peu près 8 minutes. Ce qui fait que, par exemple, si le Soleil venait à disparaître, on ne le saurait pas avant 8 minutes. Même d'un point de vue gravitationnel, parce que, étant donné que rien ne dépasse la vitesse de la lumière, ça on le sait avec Einstein, si le Soleil venait dépoper comme ça, et ben, on finirait notre course comme une planète morte en dérivant dans le système solaire ensuite, ce qui était le système solaire ensuite dans la Voie lactée, et on le saurait pas non plus avant 8 minutes. C'est-à-dire qu'avant de ressentir le manque d'effet de gravitation, on pourrait passer 8 minutes comme ça sans savoir que le Soleil n'est plus là. Ce qui n'arrivera jamais, mais voilà. Non, c'est cool. Non. Je vous accorde. Non. Mais la fin du Soleil et la fin du système solaire, on en parlera. Oui, ce sera le sujet principal du final de ce dernier épisode d'expansion. Mais du coup, revenons sur la vitesse de la lumière. À titre d'exemple, la lumière ferait 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Et comme on l'a dit, la Lune c'est 1 seconde, le Soleil c'est 8 minutes. Pour Saturne, ça serait plus d'1 heure. C'est-à-dire que voilà, si on regarde Saturne avec un télescope, on voit Saturne telle qu'elle était il y a à peu près 1 heure. C'est ça. Et ça marche du coup pour tout le reste. Oui. Parce que rien n'est instantané, on regarde tout le temps vers le passé. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que la vitesse n'est pas instantanée, même si mon 300 000 km/s, ça paraît énorme comme vitesse, mais étant donné... Ça reste très long par rapport aux distances astronomiques. Mais étant donné les distances qui nous séparent des autres systèmes solaires, des autres galaxies, etc., et ben on peut voir les galaxies telles qu'elles étaient il y a 1, 2, 3, 4 milliards d'années, plus que ça. Et on voit en fait factuellement dans le passé en les regardant. Puis on avait déjà donné un peu cet exemple-là, mais tu vois, les dinosaures ils sont éteints il y a 65 millions d'années. Si on était sur une planète à 65 millions d'années-lumière de nous, si on pointerait un télescope assez puissant, on pourrait voir un T-Rex bouffer un Triceratops, quoi. C'est ça, ouais. Voir vraiment à quoi ça ressemble. Avec assez de temps d'exposition. Ouais, beaucoup. Et ouais, c'est ça, on verrait juste notre planète telle qu'elle était il y a 65 millions d'années. Et tu vois, Proxima Centauri, qui est située à 4 années-lumière de nous, donc on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Et donc Proxima Centauri, qui est le système solaire le plus proche de nous, qui a au moins une planète. Non, il y en a plusieurs même. Ouais, qui en a plusieurs. Dont une qui est une espèce de super Terre. Une super Terre, on avait déjà un peu parlé de ça dans le dernier épisode. C'est des terres qui font plusieurs fois la taille de la nôtre, des planètes telluriques, mais ils ne sont pas des géantes de gaz parce qu'elles sont trop petites pour être une géante de gaz. C'est ça, et il faut savoir que... Ça, on en avait pas mal parlé. On a parlé des méthodes de détection de planètes, et il y a une raison pour laquelle on trouve plutôt des super terres que des terres comme la nôtre en ce moment, c'est parce que les super terres, elles sont plus grandes, elles sont plus massives. Et donc, quand elles transitent devant leur étoile, elles sont plus facilement repérables. Et ça vaut le coup aussi pour les planètes gazeuses. Oui, c'est encore plus facile pour nous d'ailleurs de repérer des planètes gazeuses. Oui, je crois même que la majorité des exoplanètes qu'on connaît sont gazeuses. Et c'est ce qui a fait dire à un moment dans les années 90, puisque la première exoplanète a été découverte dans les années 90, c'est ce qui nous a fait dire au bout d'un moment, est-ce qu'on ne serait pas les seuls à avoir une petite Terre tellurique comme ça, comme la nôtre, petite planète tellurique, pardon. Au final, on se rend compte que ça tient plus de nos lacunes en détection de planètes, d'exoplanètes, que de vraies constances en fait dans l'univers, de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en termes de planètes gazeuses, de planètes rocheuses, etc. Et du coup, allons encore plus loin, quittons le système solaire et allons jusqu'à la nébuleuse de la Lyre, qui est très très belle, un peu une forme d'œil d'ailleurs, qui est située à 2300 années-lumière de nous. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle est très jeune, parce qu'on estimerait que cette nébuleuse a environ 7000 ans. Donc ce qui fait que c'est un objet très jeune, c'est assez rare de pouvoir en observer. On a plus l'habitude d'observer des trucs qui sont à coup de millions et de milliards d'années, quoi. Ensuite, en restant dans les nébuleuses, il y a la nébuleuse de l'œil de chat. Encore un œil. Encore un œil, ouais. Mais pour le coup, là, c'est dans le nom. Là, la nébuleuse de l'œil de chat qui est située à 3262 années-lumière. Donc là, on est encore sur des distances assez faibles. Mais on va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. On va quitter notre Voie lactée et on va aller jusqu'à Andromède. Andromède qui est notre voisine, c'est notre galaxie voisine, qui fait approximativement la taille de notre Voie lactée, qui est très similaire à elle. Oui, à peu près, en termes de masse, elle est à peu près similaire à la nôtre.
Andromède, avec ses 2 537 000 années-lumière de distance, elle fonce vers notre Voie lactée à la vitesse de 430 000 km/h. Dans 4 milliards d'années, elles entreront en collision. Donc on sera pas là pour le voir, mais ce qui créera plus tard une super galaxie, quoi. C'est ça, ouais. Bon, les Anglais l'appellent Mycomeda. On va parler d'une galaxie énorme, bien plus grande que... On va en parler, mais notre galaxie, donc la Voie lactée et Andromède, ce sont des galaxies qui sont quand même assez grosses par rapport aux galaxies qu'on a pu observer jusqu'à présent. Elles seront encore plus grandes après leur collision. Et donc cette collision va se faire progressivement. Alors d'ailleurs, quand on parle de collision, évidemment, faut pas imaginer une grande explosion. C'est quelque chose qui se fait... L'explosion, toujours. Je précise quand même. C'est oh là là, tu commences à me casser les couilles. On parlera, il y aura 2-3 choses à dire. Ouais. On va beaucoup parler d'expansion et de nous. Mais pas tout de suite. Non, dans le dernier épisode. Ouais. Dans le dernier épisode, ça sera l'exutoire. Retenez-vous, ouais. Donc du coup, ça va créer cette grande Voie lactée. Donc faut pas s'imaginer une collision incroyable et tout. Surtout qu'à chaque fois, c'est des grandes distances qu'il y a entre chaque étoile. Il y a vraiment peu de chances pour que, voire c'est même quasi impossible en fait, que des étoiles entrent en collision finalement. Il faut plutôt voir ça comme un espèce de balai. Ça va pas se faire instantanément, ça va se faire sur des millions d'années. Et nous, donc notre système solaire qui à ce moment-là ne sera plus vraiment propice à la vie. Nous, on est en banlieue en fait de la Voie lactée. D'après des observations, on serait plutôt épargné par cette collision. On n'aurait pas vraiment de soucis à se faire. Dans l'éventualité, on serait toujours là, ce qui ne sera pas le cas. Parce que il y a quelque chose qui va se passer avec notre Soleil dont on parlera dans l'épisode suivant. Mais ce sera assez doux. Ce serait assez finalement gracieux à voir. Si on pouvait se mettre en tant qu'observateur. Ouais. Parce que du point de vue de la Terre, ça changerait pas grand chose, mis à part qu'on a un nouveau ciel d'ici là. Puis il n'y a pas besoin d'attendre ça d'ailleurs pour qu'il y ait un nouveau ciel, parce qu'il y a des étoiles qui vont s'éteindre. Ça va changer, ouais, ça change beaucoup de toute façon. Mais nous, ça changerait pas grand chose finalement. On verrait plus d'étoiles. On aura toujours plus ou moins finalement le même nombre d'étoiles à scruter dans le ciel, mais dans une disposition différente. Et on va aller encore plus loin. On va aller voir une galaxie qui est encore plus loin que ça, qui a 53 millions d'années-lumière de la Terre. C'est la galaxie Messier. Et en son centre, le trou noir M87, qui n'est pas n'importe quel trou noir, qui est le premier trou noir qu'on a photographié. C'était en 2019. Ouais. Pour certains, vous vous rappelez peut-être d'une photo d'un trou noir avec une espèce de lueur jaune autour. Une photo floue, déjà. Une photo floue. Disons-le. Une photo floue. Une photo floue. Avec un peu une lueur jaune autour, qui est le disque d'accrétion, en fait. Ça, voilà. On va revenir très rapidement dessus. Et qui, plus récemment, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on a eu une photo beaucoup plus nette. Oui. C'est le premier trou noir qu'on a pu photographier, presque un siècle après l'équation d'Einstein. Ouais. C'est-à-dire qu'on savait, en fait... On a vu de façon indirecte ces objets célestes qu'on appelait les trous noirs par l'interaction gravitationnelle qu'ils génèrent par rapport à la matière qui environne leur horizon. Donc c'est effectivement des anomalies gravitationnelles qui étaient prédites dans les équations de la relativité générale par Einstein. On a pu prouver ensuite, mais aussi indirectement. Parce que par essence, tu peux pas essayer trop de voir ce que tu ne peux pas voir par définition. Et un trou noir, en fait, c'est une anomalie gravitationnelle qui fait que même la lumière ne peut pas être émise. Il y a une sorte de rayonnement quantique qui est émis des trous noirs, ça on le sait depuis Stephen Hawking, et c'est aussi la raison pour laquelle on sait qu'ils vont s'évaporer à un moment, dans des trillions de trilliards d'années. Oui, d'ailleurs, on parle d'une ère des trous noirs à un moment où il ne restera où il n'y a plus que ça. Complètement. Dans l'univers. Donc on a pu savoir un bon nombre de choses sur ces corps célestes, mais les photographier, c'était quand même tout autre chose, et on a pu le faire. Et la photo est vraiment génial, je trouve. Ouais. Même la floue de 2019. Ouais, mais c'est clair. Elle est devenue rapidement très iconique. Ouais. Je me rappelle quand elle était sortie. Ouais, non, ça marque une nouvelle ère un petit peu de notre compréhension de l'univers, et puis ça nous rapproche quelque part de ça. Parce que jusqu'à présent, l'imagerie qu'on s'était fait d'un trou noir, ça venait justement de la science-fiction, de la culture. Des modèles 3D qui étaient faits. Ouais. Complètement. Puis on image toujours ça avec la déformation. On voit toujours l'effet de lentille gravitationnelle. On voit la déformation de l'espace-temps, les étoiles qui tournent autour. Justement, ça fait un peu penser à la spaghettification. C'est quoi d'ailleurs la spaghettification ? Parce que on parle de spaghettification quand on entre dans un trou noir. Enfin, à chaque fois, on donne l'exemple, on s'imagine en train de rentrer dans un trou noir. Qu'est-ce qui se passerait ? Quand on atteint le point de non-retour, c'est-à-dire que quand on dépasse l'horizon des événements et que on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas s'extraire de la force gravitationnelle du trou noir. On parle de gravité
énormissime, quoi. Et ça dépend de la s'en masse. échapper. Ça dépend de la masse du trou noir. Alors il y a des forces de marée. On parle, oui, il y a des trous noirs et des trous noirs il y a des trous noirs plus classiques, Ouais. entre guillemets, des trous noirs supermassifs qui là sont beaucoup plus gros et ont une force gravitationnelle Il y a des énorme. trous noirs classiques assez peu massifs. Mhm. Et quand je dis assez peu massifs, ils sont quand même beaucoup plus massifs que notre étoile à nous, par exemple. Oui, complètement. Donc c'est relatif. Mais on a aussi des trous noirs qui font quasi la taille du système solaire. Ah oui, voire plus. Ouais, Voire plus, le ouais. système solaire. Ouais. Ouais. Ça peut être contre-intuitif, mais l'effet de force de marée en fait, d'un trou noir supermassif est plus doux que la force de marée d'un trou noir moins massif. Simplement parce que l'écart en fait, entre les forces gravitationnelles qui sont au cœur du trou noir et qui sont donc, à l'horizon des événements sont plus grandes dans un trou noir supermassif que dans un trou noir commun. C'est-à-dire que le changement gravitationnel se fait plus vite dans un petit trou noir que dans un grand trou noir. Et donc la spaghettification, t'en parlais, c'est le fait de plonger la tête la première dans un trou noir. Ta tête sera soumise à une force gravitationnelle beaucoup plus importante que tes pieds. Et ce qui fait que ça va te démoléculariser, t'étirer et te transformer donc, en spaghetti atomique. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée. Puis on verrait quoi d'ailleurs? Parce que avec on sait que du coup la gravité influe sur le temps, que si on entrait dans un trou noir, on verrait en fait le temps s'accélérer de plus en plus. Ce qui est prouvé, ce sont les théories. Donc la théorie de la relativité, par exemple, elle est éprouvée, elle est peut-être incomplète, on verra, parce qu'elle ne répond pas à toutes les questions. Mais sur ce qu'on sait de la théorie, eh bien, ça fonctionne vraiment bien dans ce qu'on peut observer de notre univers et des interactions qui s'y passent. Donc une théorie, en fait, dans le langage commun, c'est juste quelque chose qui n'est pas prouvé, alors qu'en science, c'est différent. En science, en parlant de ça, on parlerait d'hypothèse. Et donc du coup, si on entrait dans un trou noir, on verrait le temps qui s'accélère de plus en plus, ouais. Et on pourrait même connaître entre guillemets la fin de l'univers. En tout cas, la fin. En fait, on verrait le temps accélérer jusqu'à la fin de ce trou noir, jusqu'à ce que ce trou noir s'évapore. Ouais. Puis on pourrait même, souvent, on illustre ça. On voit du coup l'espace qui se distord avec du coup le trou finalement, comme si on tombait dans une espèce de puits. Et on verrait le ciel devenir un peu bleuté. On l'illustre souvent comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir? On parle d'une singularité, donc c'est un point qui est Après, la singularité, on la comprend pas totalement. Oui, on la comprend pas d'ailleurs, donc c'est... Je pourrais pas te dire ce qu'il y a dans un trou noir. Là, oui, on parle de choses. Même parler de dans un trou noir, de l'intérieur d'un trou noir, c'est pas forcément juste d'un point de vue physique. Parce que c'est juste une distorsion de l'espace-temps, donc il n'y a pas un contenant et un contenu forcément, enfin c'est juste l'espace géométrique de nos 4 dimensions qui se replie sur lui-même. D'ailleurs, donc souvent on illustre ça avec une espèce de quadrillage à l'horizontale dans les reconstitutions en 2D. Ouais. Et on va comparer, par exemple, on va mettre la Terre, on va mettre le Soleil, on va mettre le trou noir, et en fonction de la masse, on va voir que l'espace-temps, qui est représenté par le quadrillage, va être plus ou moins courbé en fonction de la masse de l'objet. Du coup, et généralement, quand on regarde celui d'un trou noir, on voit vraiment un puits. Ça fait vraiment quelque chose comme ça qui est hyper profond. Et en fait, ça représente du coup de la singularité. Ouais. Le bout représente ce qui se passe avec la Terre aussi, c'est-à-dire que quand vous lancez une bille sur un bol et que vous la lancez de façon droite, linéaire, et ben, la bille va épouser la courbe de l'assiette ou du bol dans lequel vous la lancez. C'est un peu pareil avec notre planète à nous et tous les astres, les étoiles, qui courbent l'espace-temps, qui est un espace géométrique. Et donc on avance en ligne droite, et ça c'est assez intéressant et c'est assez contre-intuitif. On avance en ligne droite en fait dans un espace-temps qui lui est courbe. Oui. Donc on se fait pas vraiment attirer par le soleil comme je sais pas un lanceur de poids par exemple. On évolue vraiment donc en mouvement rectiligne uniforme dans un espace qui lui est courbe. D'ailleurs j'en profite, du coup dans l'imaginaire collectif on imagine tout le temps vraiment le soleil et les planètes qui tournent autour. Comme si finalement il n'y avait que cette rotation et que tout ça restait quand même plutôt statique. Ouais. Mais en fait c'est que tout tourne autour de quelque chose jusqu'à une certaine limite. Mais en fait si on pouvait représenter la vraie rotation, ça ferait une sorte de
de tourbillon en fait. Ouais. C'est-à-dire que en fait, la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, et en plus de ça, ça se déplace et ça tourne autour du centre de notre galaxie. C'est pour ça que entre le moment où on parle, le moment où j'ai commencé cette phrase et le moment où je la finis, on est à des milliers de kilomètres dans l'univers. C'est ça. Et Là on, où j'avais et on commencé. le ressent pas parce que justement on est en mouvement rectiligne uniforme. Quand vous êtes dans un TGV et que ce TGV il va à une allure donnée et constante, bah, vous le sentez pas. Vous sentez juste les variations de vitesse. Donc l'accélération, quand il freine, voilà. Et donc c'est ce qui nous arrive à nous là maintenant, nous tous sur ces planètes. C'est que étant donné qu'elle est en mouvement rectiligne uniforme, on sent pas en fait la vitesse à laquelle on va. Et oui, donc du coup, il y a la distorsion de l'espace-temps. Tu donnais ton exemple avec le Soleil tout à l'heure. Le fait que la lumière du Soleil met 8 minutes à venir jusqu'à nous, qu'on ressentirait les effets que 8 minutes plus tard. Les effets gravitationnels aussi, ouais. Pas que les effets de lumière, donc, parce que la lumière, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est la limite de vitesse indépassable dans l'univers. Si on accepte l'expansion de l'univers qui effectivement est plus rapide, entre guillemets, que la vitesse de la lumière, les espèces d'interactions gravitationnelles entre le Soleil et la Terre ne vont pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on ressentirait le manque d'interaction gravitationnelle entre nous et le Soleil environ 8 minutes après que le Soleil ait disparu. S'il venait à disparaître comme ça d'un seul coup, on perdrait en fait la lumière et cette interaction gravitationnelle en même temps. Et du coup, ça aurait un impact, cette distorsion un peu sur... C'est un peu comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu vois, ça crée des ondes. Et il faut se dire que voilà, le Soleil pèse un petit peu sur l'espace géométrique de notre système solaire, dans notre univers. Et donc, si tu le fais disparaître d'un coup comme ça, cet espace géométrique, il pourrait se remettre droit. Et donc, cette espèce de petite vaguelette qui irait donc à la vitesse de la lumière, finalement pousserait notre planète par exemple, et donc ferait que on deviendrait une planète errante, on cesserait de tourner autour donc, d'un point central dans notre système solaire. Et maintenant on va quitter tout ça, on va aller encore plus loin, on va aller jusqu'aux limites les plus exorbitantes de l'univers observable. Et on va prendre exemple avec une étoile, alors je sais pas comment on prononce, c'est Earendel je pense. Ouais, c'est Earendel. Et Arendelle. Pas de la Reine des Neiges du coup. Mais je sais pas, en fait, moi j'ai pas vu la Reine des Neiges. Je sais pas ce que tu me dis à chaque fois. Moi c'est le Seigneur des Anneaux. Hein. Oui. C'est Erendil, mais enfin voilà, vous avez compris. Mais c'est le royaume dans la Reine des Neiges. Parce que là c'est EA. Là c'est EA. Ouais. Je pense que pour le coup la Reine des Neiges c'est sûrement plus un A vu la prononciation. Moi, je veux mon C, ouais, j'avoue. Non mais c'est bon, hein. Enfin la Reine des Neiges c'est bien aussi mec. Hein. Vu le carton que ça a fait en plus. Mais t'as des petites sœurs, moi non, donc voilà. Oui, ouais. ça joue. Mais du coup on va jusqu'aux limites les plus exorbitantes de l'univers observable et on parle de Earendel qui est situé à 28 milliards d'années-lumière. Ouais. Alors que l'âge de l'univers c'est 14 milliards d'années. Comment se fait-il qu'on arrive à voir la lumière d'une étoile qui est à 28 milliards d'années-lumière alors que l'univers n'a que 14 milliards d'années. Ouais. Et tout en sachant que l'étoile au moment du Big Bang ne sont pas arrivées tout de suite. Non, c'est vrai. Elles ont mis donc quelques centaines de millions d'années à arriver. Elles étaient constituées pour les premières étoiles, la première série d'étoiles qui est apparue d'éléments très légers, parce qu'ils étaient les plus communs, ils sont toujours les plus communs, donc je parle de l'hydrogène notamment. Il y a quoi ? Il y a l'oxygène aussi ? Il y a un autre élément aussi, l'hélium, pardon. On parle de lithium aussi. Oui, un petit peu de lithium après, lithium, ouais. Mais c'est principalement hélium et hydrogène pour la première fournée d'étoiles qu'on a eue. Et donc comment c'est possible qu'on puisse voir une étoile qui est à 28 années-lumière, à 28 milliards d'années-lumière, pardon, si notre univers n'a que, je crois que c'est 13,8. 13,8, ouais. Tout simplement parce que en fait, quand la lumière nous a été émise de cet astre, étant donné que l'univers lui-même est en expansion, on le sait, c'est la loi de Hubble. Cette lumière qui nous a été émise à un endroit, à un moment donné, a mis, elle, 13 milliards d'années pour nous parvenir, alors que cette étoile s'est éloignée de nous, dans le même temps. Oui. C'est pour ça qu'on peut retrouver donc des étoiles qui sont à plus de 14 milliards d'années-lumière, mais ça ne change pas l'âge de notre univers, en fait. C'est juste une différence entre la distance de départ et la distance d'arrivée
Alors que la lumière, elle a été émise fondamentalement, forcément, avant 14 milliards d'années, parce qu'avant, il n'y avait rien. Mais ces planètes-là, ces étoiles-là sont depuis éloignées. C'est vrai qu'il y a une grosse inflation dans notre univers. Et d'ailleurs, quand on voit des photos de ce genre d'étoiles qui sont très éloignées, déjà pour les voir comme ça, il faut qu'elles soient immenses. Ouais. Et on les voit rouges. Alors que là, on parle d'étoiles qui sont énormes, Ouais. et en plus de ça, qui seraient plus dans les tons bleu-blanc. En fait, c'est Pourquoi dans ce cas-là, pourquoi on les verrait rouges ? quand on voit des étoiles qui sont rouges, c'est des étoiles qui s'éloignent et qui sont de plus en plus éloignées de nous. La lumière est une onde, alors pas que, peut se comporter de façon différente aussi un petit moment, c'est aussi ça fait partie des questions que se posent les physiciens. Donc la lumière étant une onde, cette onde elle peut être plus ou moins longue pour des planètes qui s'éloignent à plus ou moins grande vitesse de nous. Et donc si une planète est très très éloignée de nous, elle s'éloigne, ça va plutôt tirer vers le rouge. Et pour les planètes qui sont plus proches, ça va plutôt tirer vers le bleu. Et c'est un petit peu la même chose que l'effet Doppler qu'on a quand... Je sais pas si t'as forcément déjà entendu une ambulance passer. Ouais. Et donc ça fait un son quand même plus aigu quand ça arrive. Et plus grave, quand, quand ça part. Ouais. Quand ça s'éloigne de toi. Simplement parce que la longueur d'onde, quand elle s'éloigne, elle est plus grande. Et quand la longueur d'onde arrive vers toi, elle est plus courte. C'est un petit peu la même chose pour... Voilà. Et tu vois, justement, dans le premier épisode, enfin dans l'épisode original qui parle du coup des thèmes dont on parle aujourd'hui, épisode 5 d'Expansion, Regard vers le passé, on parlait d'Icarus, qui du coup a 9 milliards d'années de notre planète. Alors le truc, c'est que Icarus, c'est une supergéante bleue, comme Erendel d'ailleurs. Ce genre d'étoile qui est énorme, la durée de vie n'est que de quelques centaines de millions d'années. Ouais. Comment ça se fait qu'on la voit aujourd'hui ? Parce que ça veut dire que aujourd'hui, Icarus, qui a 9 milliards d'années de nous, est déjà morte. En fait, faut se dire que dans notre ciel, on voit des étoiles, peut-être à leur début, à leur naissance, alors qu'elles sont déjà mortes depuis des millions d'années. Erendel, on en parlait, qui maintenant devrait se situer environ à 28 milliards d'années de nous. Eh bien, elle est déjà morte. Donc, on estime qu'elle est morte il y a au moins 12 milliards d'années et elle continue d'émettre tout simplement parce que la lumière qu'elle émettait quand elle était encore vivante, entre guillemets, n'a pas fini de nous parvenir. Mais dans les faits, actuellement, elle est morte. C'est pour ça qu'on voit... C'est dingue. Oui. C'est ce qu'on disait avec les dinosaures tout à l'heure. Oui, complètement. C'est exactement la même chose. Puis comparé à ses sœurs, tous les types d'étoiles qu'il y a, par exemple, notre Soleil, qui est une naine jaune, là on parle en milliards d'années. On sait qu'aujourd'hui, notre Soleil à nous a 5 milliards d'années à peu près, et qu'il lui reste environ 5 milliards d'années. Ce sont des étoiles comme la nôtre, par exemple, par rapport à Icarus, qui sont moins chaudes. Notre étoile à nous, elle est moins chaude qu'Icarus. On peut le voir notamment grâce à la couleur aussi. Bon, quand on met nos pattes à chauffer sur le gaz, il y a encore beaucoup de gens qui ont des on voit foyers le au départ gaz. du feu, il est bleu. Et quand le feu est bleu, ça veut dire qu'il chauffe plus. Tout simplement, il y a une plus grosse température. Donc plus c'est bleu, plus c'est chaud. Et donc ensuite, vous avez jaune, rouge, etc. Et donc c'est à peu près la même chose pour nos étoiles. Et donc étant donné qu'elles chauffent plus, eh bien, elles chauffent moins longtemps. Elles s'épuisent plus vite, en fait. Et c'est pour ça que des étoiles comme la nôtre sont plus stables et sont aussi plus propices à l'apparition de la vie, parce qu'elles nous réchauffent pendant plus longtemps. Il y a un peu plus de stabilité dans les systèmes solaires, donc d'étoiles qui sont des naines jaunes, voire des naines rouges, que dans des systèmes où ce sont des supergéantes bleues qui crament très fort et qui crament très vite. Mais on pourrait imaginer une planète théorique habitable, mais très très loin. Mais tournée autour d'une géante bleue, mais très très loin. C'est ça, ouais. Un petit peu, tu vois, ça fait la moyenne. C'est pas vraiment une moyenne, mais entre une supergéante bleue, une planète habitable qui serait très très éloignée d'elle, effectivement, notre naine jaune et nous qui donc sommes à une distance donc moyenne habitable, et une naine rouge qui elle chauffe moins que notre naine jaune, et donc là les planètes devraient être plus proches. Niveau ambition justement de colonisation de l'espace, il y a peut-être mieux. Et puis on a beaucoup parlé dans cette série d'ailleurs. Est-ce qu'il y a peut-être mieux Mars justement, tu voulais parler de Mars. Mars en plus avec notre cher... On fait ça maintenant. Cher ministre. Je sais pas si t'avais vu cet extrait, c'était dans un talk show américain. Je sais plus lequel.
Je sais pas, Jimmy Kimmel, un truc comme ça. Non, c'était pas Fallon ni Kimmel, c'était un autre mec. C'était pas Conan O'Brien non plus. Et donc du coup, c'était encore un autre mec. T'avais donc Elon Musk, Monseigneur Elon Musk, qui vantait les mérites de SpaceX et qui, pour faire un petit coup marketing, disait à Stephen Colbert, c'était le show de Stephen Colbert, oui, vous savez, on peut terraformer Mars, et c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de larguer une bombe nucléaire sur chaque pôle de Mars. Parce qu'en fait, sur les pôles de Mars, on le voit avec des photos qu'on a. C'est des calottes glaciaires. Alors, c'est pas de la glace d'eau, c'est de la glace de dioxyde de carbone. Et donc, l'idée, c'est de réchauffer par explosion nucléaire ce dioxyde de carbone pour qu'il entre à l'état gazeux. Pourquoi il veut réchauffer le dioxyde de carbone ? Pour créer un effet de serre. Ah d'accord, ok. Un effet de serre qui permettrait de réchauffer la planète, l'apparition de la vie. J'ai vu plein de vues d'artistes dans lesquelles aussi, pareil, on planterait des arbres. Ouais. Des arbres bien terrestres sur la terre de Mars qui est totalement inhospitalière et qui est beaucoup trop acide pour chimiquement pour faire pousser quoi que ce soit. Dans Seul sur Mars, on voit même y a Matt Damon qui mais si Matt Damon il y arrive, c'est cool. Non mais c'est très bien. Non mais justement, il le fait pas dans la terre, il le fait dans ses excréments. Grâce à ses excréments, il fait pousser des patates. C'est vrai. Et bah là ça pourrait peut-être fonctionner et encore, mais en tout cas ouais sur le Mars avec le climat qui règne et en fait c'est ce que je veux dire, c'est que pourquoi Elon Musk il a dit ça, c'est juste du marketing, c'est pas son idée à la base. C'est des mecs de la NASA qui se sont imaginés à se dire mais comment est-ce qu'on pourrait terraformer Mars ? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait la rendre habitable ? Et donc ils ont émis cette idée-là, mais en sachant que c'était nul, que ça marchait pas. Mais lui il l'a dit genre 40 ans plus tard sur un talk show et les gens le regardaient avec des billes comme ça en disant waouh c'est trop cool. Je crois que même Stephen Colbert qui lui avait dit mais ça c'est un truc que fait un méchant de film, tu vois, la James Bond. Un méchant de James Bond ou Pixar. Ouais, c'est ça. Et donc d'un point de vue technique, il faudrait déjà entre 400 et 600 000 bombes nucléaires d'une mégatonne chacune pour pouvoir transformer le dioxyde de carbone congelé sur Mars en dioxyde de carbone gazeux. Et encore, dans tous les cas, ça serait que très temporaire le changement finalement. Oui, et puis ce serait pas effectif du tout parce que ce que tu as sur. C'est ça qu'il omet de dire aussi, c'est que sur ces pôles, t'as donc cette calotte glaciaire remplie de dioxyde de carbone. Elon Musk, c'est incroyable. Non mais les physiciens le corrigent et puis ils racontent des trucs qui étaient déjà faux d'avant et qui étaient prouvés, donc encore une fois c'est qu'un coup marketing. C'est du marketing, ouais. Parce qu'il le sait lui aussi. Il le sait mais il le dit quand même. Mais en gros avec tout le dioxyde de carbone que tu pourrais récupérer comme ça, en admettant que toute la chaleur dégagée par tes bombes nucléaires soit transmise soit en fait utile pour réchauffer ce dioxyde de carbone là, ce qui est pas forcément vrai, parce que là il y a toujours de la déperdition de chaleur quoi. Tu vas pas utiliser 100% de la chaleur pour transformer en fait une glace d'un état solide à l'état gazeux. Il y aura toujours de la déperdition d'énergie. Au moins 400 000 bombes nucléaires d'une mégatonne chacune. Donc déjà on est à 10 000. Nul. Non mais déjà même on est à 10 000 bombes nucléaires sur Terre. À peine plus que ça je crois. Ouais. Si on mélange, si on prend celle de l'OTAN, on va pas faire la géopolitique, mais si on prend celle de l'OTAN et celle de la Russie, on est à peu près à 10 000. Et là, tu me parles de 400 000, donc déjà à partir de là, il y a rien qui va. Au top de la guerre froide, avec tous les pays qui s'armaient, etc., on n'avait pas 400 000 bombes nucléaires. Et en plus de ça, ces 400 000 bombes ne faisaient pas une mégatonne chacune, quoi. Donc il y a le climat aussi. Et le climat, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir comme ça. Tu peux pas juste dire je vais réchauffer la planète. Ça va transformer en fait la glace d'eau en eau. Ça va faire revenir l'eau, on va planter des arbres, ça va être vert. Et puis ça va produire un cercle vertueux alors que la planète sera atomisée, tu vois. Oui, complètement. Ce serait contre-productif. J'ai pas envie de m'asseoir sur une chaise faite en uranium, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est un coup de. C'est un discours sans vouloir trop insulter les Américains. C'est un discours en plus qui est très adressé aux électeurs américains. Ah oui. Mais tu vois, ces Starship par exemple. Ouais. Il faudrait en faire décoller un toutes les 2 minutes pendant 2 ans pour ne serait-ce qu'acheminer le nombre de têtes nucléaires nécessaires
Ouais. Jusqu'à Mars. C'est Déjà. n'importe quoi. Et quand on voit déjà le prix que coûte le kérosène pour quitter l'atmosphère terrestre, c'est pour ça que d'ailleurs on avait parlé dans notre épisode du fait qu'il y avait il y avait pour plan de créer des bases lunaires pour pouvoir acheminer du matos, pour pouvoir faire décoller des fusées de la Lune, notamment pour aller vers Mars, parce que du coup le coût sur le long terme serait beaucoup moindre et il y aurait des ressources sur la Lune pour faire décoller une fusée, parce que ça serait beaucoup plus simple, il n'y aurait pas besoin d'autant de fuel pour quitter la Lune qu'on en a besoin pour quitter la Terre. Ouais. Parce que pour 1 kilo de charge utile, en fait, il te faut la même poussée des dizaines de fois pour l'extraire de notre atmosphère. Ouais. Et sur la Lune, ce serait quand même idéal comme point de départ. Complètement. Et donc aussi pour l'hélium 3 qui s'y trouve, je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient nous faire goûter à de l'eau lunaire. Il y a de la glace d'eau sur la Lune, mais le genre de truc marketing qui pourrait arriver, style vas-y, bois l'eau de la Lune. Bois l'eau de la Lune, elle est tellement pure. C'est n'importe quoi. Et donc vas-y, 1000 €. 1000 € le centilitre. Mais non. Ouais. Et donc voilà pour ce petit retour. On a déjà parlé pas mal de ce sujet-là, notamment dans le dernier épisode. Voilà pour cette petite parenthèse par rapport à ça. On va retourner vite fait sur la vitesse de la lumière. De toute façon, on va pas tarder à dire au revoir. Déjà, tout ça montre que rien n'est instantané. Nous regardons sans cesse vers le passé. Ce qui est dingue. Fin de la phrase. Fin de la citation. Je me suis coupé. Je me suis recoupé. C'est juste l'intonation qui n'était pas la bonne. Et c'est vrai que même à notre échelle, c'est le cas. Mais étant donné que la marge ici fine, ça pourrait aussi bien être instantané. Une microseconde, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas instantanément. On se voit tel qu'on était il y a 0,0001 seconde, quoi. Ouais. Et avant de finir, je voulais qu'on parle rapidement du rapport de la vitesse de la lumière et des trous noirs à la pop culture. Ah oui. Par exemple, en commençant par les trous noirs, on a des films comme Interstellar, par exemple, qui ils avaient demandé au physicien, comment il s'appelle déjà ? Kip Thorne, voilà, de représenter le trou noir. On le voyait justement, on voit justement dans le film le disque d'accrétion autour, la matière qui orbite autour du trou noir. Et donc vous voyez bien l'effet de l'antigravitationnel. Je pense qu'on vous mettra peut-être des images pour ceux qui regarderont la vidéo en plus du podcast pour habiller ça. Et donc dans cette image-là, en fait, vous voyez donc Gargantua, je crois, c'est le nom du trou noir, le trou noir dans Interstellar. Ouais. Donc qui est un trou noir supermassif, donc avec des forces de marée douces. Et donc vous pouvez contempler à plusieurs moments en fait l'effet de l'antigravitationnel. Donc il faut savoir qu'un trou noir, c'est pas un disque, c'est pas un trou, c'est une sphère. C'est une sphère, comme d'ailleurs, je crois qu'ils le disent dans le film, justement, par exemple avec le papier. Et voilà, il y a l'ingénieur qui se fait expliquer ça. Bon, on en reparlera tout de suite après, quand on parlera de Hard Science. Mais donc vous avez ce trou noir, et donc vous voyez au-dessus du trou noir un autre disque. Vous avez le disque horizontal et le disque vertical. Et donc le disque vertical, en fait, c'est la partie du disque horizontal que vous ne voyez pas, qui est derrière le trou noir. Parce que par effet de l'antigravitationnel, en fait, vous voyez sous le trou noir, si je peux m'exprimer comme ça, et sur le trou noir, des rayons de lumière, en fait, des arcs de cercle, qui font partie du disque qui est de l'autre côté. Donc c'est un disque comme Saturne, mais qui serait éclaté, en fait, si tu veux, par la simple force gravitationnelle. Et c'est quand même une représentation assez fidèle. Et c'est juste que dans la vraie vie, il n'y a pas la force de l'amour, mais... Ah oui, non, je parle pas du film, mais je parle... Oui, bon, la force de l'amour, alors parlons-en. Non, non, c'est vrai que le dernier quart déconne pour moi, mais en même temps, c'est un film, quoi. C'est de la science-fiction, c'est artistique et tout. Bon, mais il y a ça, il y a ce qui m'a plu aussi, c'est quand ils sont sur la planète, je crois que c'est la planète Miller, du coup, qui est juste au niveau de l'horizon des événements de Gargantua. Quand il y a recouvert d'eau. Il se passe rien sur cette planète, il n'y a pas de vie. On en avait parlé dans un épisode précédent, quand on disait qu'il faut aussi un peu de hasard, un peu de collision. En fait, tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la chance, par exemple, d'avoir une planète comme Jupiter qui agit comme un bouclier gravitationnel. On a déjà parlé dans l'épisode 3 et 4 de ça. Mais on s'est déjà fait atteindre par des centaines, des milliers d'astéroïdes qui sont écrasés sur ce qui était la Terre avant. Ça arrive de temps en temps d'ailleurs. Et qui aurait pu... Début du XXe siècle, il y a eu une grosse météorite en Russie. On croise de temps en temps, on voit même des dashcams. Des dashcams quand ça arrive en Sibérie comme ça. Et donc c'est aussi pour ça qu'il pourrait y avoir la vie sur notre planète, parce qu'on peut... un astéroïde peut très bien
amener sur une planète de l'eau ou des composés organiques qui peuvent ensuite permettre l'apparition de la vie. Donc il en faut un peu, mais pas trop. Il faut pas non plus qu'on soit genre dans un stand de tir pour astéroïdes. Mais il faut qu'il y en ait quand même un petit peu qui puisse permettre à terme l'émergence de la vie si jamais ils apportent des composants comme l'eau ou des composants organiques. Et donc c'est aussi pour ça que sur Miller en fait il n'y a pas grand chose. Parce qu'en fait le trou noir Gargantua, c'est pour ça que je voulais en parler, il aspire tout. Il aspire pas, mais c'est un mauvais terme technique, mais disons que il dévie absolument tout ce dont pourrait profiter donc la planète Miller en termes la force de marée énorme, du coup, explique les vagues qui font 100, 200 mètres de haut, je sais pas combien, ça c'est fou. Et aussi dans Interstellar, très rapidement, il y a aussi les trous de verre. Bon, ça pour le coup, on est vraiment loin, et puis encore ça pour le coup, les trous de verre, c'est quelque chose qui est théorisé mais qui est pas prouvé, quoi. Mais on voit un trou de verre assez grand, enfin assez grand en tout cas, assez grand par rapport à ce que ça devrait être théoriquement. Il me semble avoir lu ou vu des explications qui disaient qu'un trou de verre, si ça existait, ça serait extrêmement petit. Pas de cette taille, ce serait plutôt quantique. Quand un point A et un point B de l'univers en fait sont repliés sur eux-mêmes. Ce qui permet le fait de passer. Je sais pas si on la regardera au montage, mais j'ai une explication qui est très à moi et que j'ai jamais entendue ailleurs, mais parce qu'elle est certainement très conne. Tu sais, quand t'étais au collège, t'avais un sweatshirt. Oui. Et t'avais des espèces de fils comme ça. Voilà. Et puis on se les tirait comme ça. Et bah, admettons que t'aies un film qui soit rentré en fait dans ta capuche, la technique pour le faire sortir, c'est de plier en fait ta capuche et pour tirer le fil qui est encore à l'intérieur. Voilà. Et donc là en fait t'as vraiment l'espace c'est un bel exemple. qui se contracte finalement et qui s'étire pour faire passer, bon là en l'occurrence c'est le vaisseau de, je sais plus comment il s'appelle, le vaisseau d'endurance. Pardon. Ok. T'as dit ça, endurance mec. C'était aussi violent que ça. Non, c'était pas violent, mais c'était genre vraiment, c'était question pour un champion en fait. Endurance. Parce que vraiment, tu sais, le truc est derrière moi en plus. Ah oui, c'est vrai que c'était le fanboy. Il est sur Miller, là. Ouais. Il est à la cool. Ce que je disais, c'est que voilà, c'est comme ça que je me le représente moi, tu sais, avec le côté en fait. Non, mais c'est une belle. Non, c'est en vrai, c'est une belle image. Tu plies en fait l'espace géométrique qui entoure en fait la ficelle, voilà, pour la tirer. Puis en soi, le tissu du sweat représenterait l'espace tendu. Ouais, c'est ça. Je suis un génie incompris, mec. Mais je vois ça. Et puis il y a le trou de verre dans Stargate, il est aussi imagé avec la porte des étoiles, justement. C'est un peu le même principe, du coup. Une distance, il parcourt du coup de la Terre. La porte des étoiles leur permet d'aller un peu n'importe où. Là où il y a une autre porte des étoiles, du coup. Ils vont dans une espèce de tunnel qui est quand même très imagé pour ce qui est un trou de verre. Oui, complètement. Qui existe juste à l'échelle quantique. Mais de toute façon, un trou de verre ne pourrait pas exister à notre échelle. Et encore moins avec des petits hommes verts ou alors nous du futur. Je crois que c'est ça dans le film. C'est nous du futur qui le plaçons là. Pour placer un trou de verre. Donc c'est ça. Dans Interstellar. Dans Interstellar, c'est ça. Dans Interstellar. Donc ce serait cool en vrai, mais non. Quand on fait de la SF. Et en restant dans la SF, justement, le run de Kessel. C'est ça, les parsecs. Alors les parsecs on utilise donc comme unité de distance, une unité de distance qui nous permet donc d'essayer d'imager un petit peu les distances faramineuses qui se trouvent entre notre planète et un autre système solaire par exemple. Donc tu as l'unité astronomique déjà qui est la distance entre la Terre et le Soleil, et donc un parsec ça fait des milliers d'unités astronomiques. Et donc c'est comme ça qu'on peut un petit peu se donner une idée de la distance qui nous sépare de certains objets célestes qui sont extrêmement loin. Et donc dans Star Wars, il y a le fameux raid de Kessel. C'est le raid de Kessel. Ouais, c'est le raid de Kessel, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Attends, j'ai tellement pas envie de me faire taper par les commentaires là sur les. C'est moi avec Bespin la dernière fois. Ah oui, Bespin. Ou Yann Solo. Bespin, oui. Mais Yann Solo en vrai ça va. Mais parce Yann que c'est un cachet. C'est sorti comme ça. C'est comme Luc à lycée. Mais oui. Ou le chic tabac là. Je parlais au chic tabac là. C'est une erreur de la VF. Z6PO aussi. Z6PO, ouais. Et donc donc le parsec en fait dans Star Wars c'est un peu flou parce que donc t'as Han Solo ou Yann Solo pour les très vieux qui ont vu la première VF, qui te dit que le Faucon Millennium ou le Millennium Condor, ça dépend aussi. T'as fait le raid de Kessel en 12 parsecs.
Ce qui n'a pas de sens en voilà, soi. ce qui n'a pas de sens, puisque le parsec c'est une unité de distance, donc voilà, c'est comme une année-lumière, comme une unité astronomique, c'est une unité de distance. Et donc c'est absolument aussi fascinant que de dire j'ai fait Paris-Brest en 500 km. Ouais mec, mais il y en a 500, donc ça tombe bien. Donc, genre en mode voilà, donc je suis allé tellement vite que... Alors après il y a des petites théories, mais des théories du style ils ont dit de la merde, donc on va essayer de rattraper le truc pour maquiller un peu tout ça. Et en fait c'est des mecs qui ont dit non mais en fait ce qu'il dit c'est qu'il a pris un raccourci parce que en fait le chemin il est plus long sur le raid de Kessel, et il a fait qu'en 12 parsecs. Très bien. Et donc c'est dans le film aussi, il y a Han Solo là. Le film Solo. Oui. Je m'en rappelle Le pas. Solo Story. Je me rappelle pas. Je me rappelle de Dark Maul à la fin, c'est tout. Et donc en fait t'avais Yann Solo, ensuite t'as Han Solo, ouais. Et du coup maintenant tu sais que c'est Han tout seul. Parce que il avait pas de nom de famille. Et du coup ils lui ont dit c'est Han Solo. Ah oui c'est vrai. Ah oui je me rappelle. C'est l'enfer ça. Putain la vache. Ouais. Et il voyage en solo, ouais. Et pas de bagage dans la soute, et voilà, donc je sais pas. Putain, c'est chiant en fait, s'il avait dit un truc à la con, du style, voilà, c'est mon chimpanzé préféré sur mon on va vous appeler comme ça maintenant. C'est complètement con, enfin genre. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ouais, mais vraiment, ouais. Et du coup, là, en fait, il a pris un raccourci en essayant de pas se faire choper par une espèce de poulpe géant intergalactique là. Tu sais, là aussi en fait quand il essaye de s'échapper de la c'est un trou noir je crois. C'est un trou noir ou un quasar auquel il essaye de s'échapper là. Et en fait il met une espèce de produit dopant là, tu sais dans le moteur du Faucon Millenium. Mais mec, je fais l'émission tout seul là. Mais tu te rends compte le film, c'est vrai que tu parles beaucoup. C'est moi aussi non mais c'est dans le sens je te pose beaucoup de questions. C'est dans le sens que je te pose beaucoup de questions. D'accord. Parce que tu es un puits de connaissances, c'est pour ça. Merci. Je dis peut-être que des conneries, mais non, mais tu sais, il y a un moment où en fait il y a le Faucon Millenium. Et ensuite, t'as l'espèce de poulpe géant là qui vit dans ces zones-là. Ça te dit rien? Bon, okay. Je me rappelle pas. Et en fait, ils sont à 2 doigts de se faire bouffer. Ouais. Et là, t'as je sais plus qui est dans le vaisseau et qui prend une espèce de. Je sais pas, une petite seringue de testostérone pour Faucon Millenium là. Ok. Et qui le verse directement dans le réacteur. Et en fait, le truc, ça le fait péter à mort. Et il s'extrait en fait de la masse gravitationnelle générée par le quasar ou le trou noir duquel il essaye de s'échapper. Et ensuite, tu vois le monstre qui se fait bouffer par le trou noir, quoi, qui se fait spaghettifier d'ailleurs. Et donc. Il y a tout ça. Ouais, mais c'est ça. En fait, la vache. Faudrait que j'arrive la séquence. Franchement, ça me dit vraiment rien du tout. Ouais. Ok. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à s'échapper un trou noir. En fait, c'est le fait d'y aller encore plus fort, d'appuyer encore plus sur la pédale de l'accélérateur, ça va pas te faire revenir après l'horizon des événements. Genre c'est mort. Si tu... Enfin après je chipote parce que c'est un film de SF et voilà. Mais en même temps, t'as des mecs qui ont quand même essayé de rattraper le truc en disant non mais vous voyez c'est un raccourci qu'ils ont pris, c'est pour ça qu'ils ont dit 12 parsec et tout. Ouais. Mais ouais. Bon, en tout cas, on commence un peu. Je l'ai assommé. On va rester là. Bonne année. Et voilà. C'est vrai, bonne année 2026. Non, mais du coup, on commence un peu à avoir fait le tour. Oui, parce qu'on parle de Star Wars, mais il y a toute cette histoire de vitesse de la lumière dans la pop culture. Ouais. Dans Star Trek, dans Star Trek, c'est un peu mieux foutu, je trouve. Ouais. Mais je sais pas du tout Star Trek pour le coup. J'ai beaucoup plus Star Wars. Ouais. Alors, je me rappelle pas, Solo m'a pas trop marqué comme film. Ouais. Mais on a vu ça. Je suis beaucoup plus Star Wars. Ouais, ça, mais oui, enfin on le voit dans tous les films de pop culture, il vitesse de la lumière. Donc voilà, c'était un des gros sujets d'aujourd'hui. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, juste prenez soin de vous, de vos proches, en cette année 2026. Parce que c'était très intéressant aujourd'hui. Ouais. Et nous, en fait, c'est un petit peu un regard vers le passé que vous jetez aussi quand vous regardez notre podcast ou quand vous l'écoutez, parce que c'est vrai. On n'est même pas en été 2025 quand on tourne cet épisode. On est juste avant l'été, ouais. On est en avril 2025 et pourtant on vous dit bonne année. Voilà, donc on est peut-être déjà mort. C'est cette bonne note hivernale que... C'est vrai. On va réfléchir. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour le dernier épisode d'Expansion, le podcast, qui sera du coup inspiré du 6e épisode original, Cœur à l'agonie, qui va parler de la fin du système solaire et en particulier
de la fin et de la mort du soleil. Moultes explosions. Moultes explosions, ouais. Ou pas. On va pas rentrer dans le détail tout de suite, D'accord, on racontera cette anecdote plus tard. Après, moi, je peux, ouais. J'aime bien. Mais je sais teaser. bien, parce que ça me concerne en plus. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Et qui aime bien Tu châtiller. aimes ça. Oui. C'est la seule raison pour laquelle je suis là. Mais... sûrement. Mais on va parler de plein de choses. On parlera aussi un peu plus profondément d'expansion. Qu'est-ce que c'est à la base et de plein de choses très très cool, notamment qui nous arrivaient à l'époque, qui fait qu'aujourd'hui on est encore là en train d'en parler 5 ans plus tard. C'est ça. Comment on a fait l'épisode, qu'est-ce que ça représente pour nous. Exactement, aussi. ouais. Voilà. Vous verrez tout ça. Plein de choses très intéressantes à dire. Puis on parlera de l'apocalypse, du coup. Une autre chose intéressante. Une autre chose très intéressante. Puis donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On vous invite évidemment à regarder aussi les autres si vous n'avez pas écouté, si vous êtes tombé sur celui-là. Mais voilà, pour la vitesse de la lumière et les trous noirs, on espère que ça vous a plu. Merci à toi, mon vieux, de répondre toujours présent. C'est contractuel, je suis obligé. Je suis emprisonné. Non, ça me plaît. On espère que ça vous plaît aussi. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Parce on l'a jamais dit, mais ça nous aide bien. Partagez, vous abonnez. Puis de toute façon, il y a plein aussi de petites vidéos, que ce soit aussi bien les shorts, les TikTok, les Reels, tout ça. Et j'ai vraiment un boomer quand je le dis, tous ces trucs-là. tous ces trucs auxquels je ne comprends rien. Les shorts, les TikTok. Puis d'autres vidéos aussi, peut-être un peu plus making-of sur comment on installe le plateau, qui travaille derrière. Du coup, j'en profite. Je remercie Capta Vidéo, je remercie Théo, je remercie Gabriel, Margot, Titouan qui est à la réalisation, qui nous aide beaucoup, qui est aussi une des têtes pensantes de cette nouvelle version d'expansion. Ouais, merci à tout ce beau monde-là. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera le dernier épisode d'Expansion, le podcast. Ciao. Ciao. Le soleil sera beaucoup plus gros, beaucoup plus chaud. La Terre se sera énormément réchauffée. Ces océans vont s'évaporer. Et là, on parle de la fin du système solaire. On pourrait mettre 1 million de fois la Terre dedans. Pour les étoiles qui ont une masse supérieure, elles vont mourir de façon un peu plus rock'n'roll en explosant, ce qu'on appelle une supernova. Et là, on parle d'un astre qui fait quasi la taille du système solaire. Il nous faudrait 6700 ans pour y aller. Pour Tchernobyl, plutôt des matériaux pas aux normes. Un physicien qui à l'époque n'a pas été écouté. Il en est même pas la moitié de sa vie dans l'univers. Oui, il est bébé. Ouais. T'as Spider-Man qui était là avec la perruque. Mon Dieu, Marty. Oh la monétisation en PLS. Ouais, c'est mort.